Bonsoir, docteur Ploncard-Dassac. Bonsoir, Pierre. Bonsoir Eric, bonsoir docteur. Bon, eh bien, cher ami, bonsoir Luc, bonsoir Pierre. Je vous écoute pour ce nouvel entretien. Alors, vous avez à plusieurs reprises alerté sur la politique belliciste de Macron qui subrepticement nous fait rentrer en guerre contre la Russie sans le moindre accord parlementaire et encore moins populaire. Donc, il vient d'annoncer qu'il fournirait des missiles longue portée à l'Ukraine. Un commentaire, docteur. Ça coule de source. Euh, C'est hallucinant cette histoire-là. Ils se moquent du monde. Parce que des missiles à longue portée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ukraine va pouvoir lancer ses missiles sur le territoire russe. C'est donc une déclaration de guerre évidente de la France de Macron à la Russie. Voilà. C'est beau la démocratie, vraiment. Ces pouvoirs dits démocratiques s'arrogent le droit de déclarer des guerres sans demander l'avis ni du Parlement, et comme dans la question, et encore moins au peuple. Voilà. Non, mais cette histoire de l'Ukraine, c'est comme l'histoire en Israël. Nous sommes face à des guerres juives. Voilà. Macron étant juif, on comprend qu'il agisse comme ça. Ce sont ses intérêts, celui de ses amis. C'est le coreligionnaire. Non, mais ça commence à devenir plus que scandaleux. Il est temps que cet homme disparaisse. Ça va mal se terminer. Pour nous, ça va mal se terminer. Pour la France, ça va mal se terminer. Pensez-vous qu'il pourra arriver à ses fins malgré tout? Serait-ce l'opinion publique, même ce qu'il reste de l'armée française? C'est Comment difficile à vous n'êtes dire. pas Bon, devin, mais je pense tout de même que Poutine, à un moment donné, va trouver un moyen de faire comprendre qu'il faut arrêter la plaisanterie. C'est quelqu'un de patient, Poutine, c'est une chose qui m'a toujours frappé avec lui, il est patient, il donne des petits avertissements. Dernièrement, j'ai vu des commentaires d'officiels russes sur les pertes françaises en Ukraine. Sur le thème, vous continuez comme ça, ben, ça va continuer. Mais ça, bien entendu, le bon peuple de France ne sait pas que nous perdons des hommes là-bas. Non, non, mais c'est depuis le temps que je le dis, Macron est un criminel à tout point de vue. Depuis cette histoire invraisemblable de dictature vaccinale pour ne forcer les Français à se faire vacciner avec un produit qui s'est révélé mortel à des centaines de milliers de cas, cet homme est dangereux à tout point de vue. Il y a chez lui quelque chose de bizarre. Il y a à la fois une impression d'immaturité, d'inconscience et en même temps de perversité. Et l'impression qu'il me donne, et je le répète et je le répète, cet homme est là pour détruire. alors toujours en France, après la suspension de séance à l'Assemblée nationale, après que le député, LFI Sébastien Delogu ait brandi le drapeau palestinien, une très vive altercation a opposé le 28 mai dernier le député LFI David Guiraud à Meyer Habib, député apparenté LR, lequel s'est fait traiter, de porc et de cochon. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a de sous-jacent dans cette affaire qui a créé pas mal
des mois sur la toile et dans les médias. Alors, premièrement, il faut savoir que le député La France Insoumise, Sébastien Delogu, avait donc brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle en signe de solidarité avec les Palestiniens face au massacre qu'ils subissent de la part d'Israël. Alors, bien entendu, la police de la pensée est intervenue. Il a été suspendu. Donc, je ne sais plus quelle est la durée de la suspension, mais en tant que il ne peut plus intervenir et il perd ses émoluments. C'est beau la liberté d'opinion. C'est comme ça, quand on est en dictature, avec la police juive de la pensée, comme disait Annick Rigel, pas l'oublier. Et il ne faut pas s'étonner de ce genre de comportement. Donc, il avait simplement brandi un drapeau israélien. Je n'ai pas souvenir que des acclamations envers Israël, éventuellement même un petit drapeau israélien, aient jamais été sanctionné. Donc c'est toujours à double sens. Donc si, on sait, on voit très bien qui gouverne la France. Ou le drapeau ukrainien aussi, qui a droit de citer et qui Le peut être, drapeau ukrainien, mais pour les mêmes raisons. présenté. Qui est tout le pouvoir en Ukraine? Les Juifs, voyons, c'est la même chose. Donc on voit très bien le fil directeur. Alors bon, on peut rire ou ne pas rire des appellations de cochon et de porc, etc. Je dois dire que le physique tout de même du meilleur Habib prête un petit peu à la plaisanterie. En plus de ça, c'est un personnage absolument ignoble. Je ne me rappelle plus, enfin, si je me rappelle, mais je ne me rappelle plus dans le détail. Il y a des années, il a été non pas arrêté, mais enfin, on avait vu sur place en train de bastonner des manifestants. Je crois que c'était des manifestants lors d'une, je sais pas, une réunion pour la vie ou je sais pas quoi, bastonnant à un coup de manche de pioche les gens. Bon, bien entendu, il n'avait pas été arrêté, etc., etc. Donc Beh, c'était je vraiment un peux personnage ignoble. je peux vous donner les faits. C'était le 8 mai, 1988. C'était un rassemblement donc pour célébrer Jeanne d'Arc, donc à l'initiative de Pierre Sidos et ils se sont fait passer, Bravo, ils se Pierre. ils se sont joints au cortège donc bah, ça c'est les propos c'est la description donnée par un certain Thierry Attali, qui était un militant, aussi, assez violent de la cause juive, on va dire, du Bétard, je crois et Mmh. notre meilleur Habib faisait partie Non, de ce commando, mais c'est à coups de barres de fer, des barres de fer pleines qu'ils ont bastonné des familles, enfin des gens. Il y a eu des blessés graves, enfin des gens handicapés à vie, oui, au point que, tout à fait. les victimes ont été indemnisées par le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme. Donc on peut dire à ce titre que Meyer Habib est un terroriste. Effectivement, il a été condamné et je ne sais pas s'il a dû faire une peine de prison, mais en tout cas, c'est extrêmement grave. Mais je pense pas, hein. Non, non. Non, non, mais c'est un personnage absolument ignoble. Ils se croient tout permis, ils savent très bien que ce sont eux qui gouvernent la France. Donc, pourquoi se gêner? Ils sont sûrs de l'impunité. Et on peut dire qu'il est très proche de Benyamin Netanyahou et de Gilles William Oui, tout à Golnadel fait. aussi, hein. C'est des Tout amis à fait, intimes, hein. exactement, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Non, donc, une belle breloque. Et là, sur l'intervention donc, et l'altercation entre David Guiraud et ce Meyer Habib, enfin moi j'ai vu les images, c'est, David Guiraud qui s'adresse à des journalistes, hein, dans la salle des colonnes, je crois, et c'est Meyer Habib qui se déplace vers lui pour le provoquer, hein. Faut pas non plus, enfin je sais pas si vous avez Oui, vu tout à les fait. Ah, mais images? de toute façon, il est toujours dans la provocation. Et ensuite, il joue la victime. C'est typique de la communauté. Non, non, on n'en sort pas. Je répète,
Ils savent très bien qu'ils jouent l'impunité et qu'ils ne risquent rien, donc ils y vont. En tout cas, c'est intéressant parce que la réaction de David Guiraud, bon, il n'a pas eu peur, lui. Donc, puisque nous parlions de Jeanne d'Arc au passage et que nous sommes le 30 mai, rappelons que c'est un 30 mai que Jeanne d'Arc a été brûlée. Oui, Oui, c'est c'est tout. vrai. Ouais, oui, Et bravo. 1431. ouais, Oui. Ah oui, tout à fait, exact, voilà. exact, exact. Oui, oui. Et là, C'est Sainte Jeanne et je d'Arc me aujourd'hui. rappelle d'un texte, je crois, de Jean Kahn, de Jean Kahn, qui était le président de cette bidule juif ici en France, plusieurs bidules d'ailleurs, dans lequel qui disait que faire l'éloge de... Ah non, c'était pas Jeanne d'Arc, je crois que c'était Clovis. C'est Clovis qui faisait allusion, que c'était puissamment incitatif à la haine juive, C'était vis-à-vis de Clovis, hein. enfin des juifs. C'était Clovis, c'était C'était Clovis. Clovis, mais pour... Je l'ai publié dans ouais, mon livre Nationalisme français. Oui, non, je l'ai souvent publié ce truc-là, tellement c'est énorme comme déclaration. ouais. Ils osent tout, ils savent qu'ils peuvent tout se permettre. Donc, tant qu'on leur permet tout, il ne faut pas s'étonner. Nous ne sommes plus chez nous. C'était Clovis, et d'ailleurs ce pourrait être aussi bien Jeanne d'Arc vu l'état d'esprit de nos institutions actuelles. Ah, mais c'est de toute façon, là, tout ce qui est référence Oui, à notre fondement national, voilà, pour eux, c'est une insulte. c'est ça. Donc, pour en revenir à l'actualité, que pensez-vous du voyage de Macron en Nouvelle-Calédonie sous prétexte de calmer la situation? C'est le pompier incendiaire. Donc, il est allé faire beaucoup de vent, fait beaucoup de promesses. Et je vous rappellerai aussi ce qu'il avait fait en Corse, dans des circonstances à peu près semblables. On va vers un glissement progressif et de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie, et peut-être je ne sais pas quoi encore après, vers une soi-disant indépendance dans l'interdépendance, comme disait De Gaulle à propos de l'Algérie. On sait comment ça s'est terminé. Hmm. Donc voilà, je vous dis, cet homme est là pour détruire, pour nous détruire, pour détruire la France. C'est la vieille haine juive contre tout ce qui est français, français. On n'en sort pas. Euh, Alors, ce qui est tout de même intéressant, j'ai tout de même parcouru un petit peu la presse. Les appréciations quant à son voyage sont tout de même assez intéressantes à signaler quand même. Et notamment le magazine Le Point, qui s'interroge. Donc je cite, peur du vide, la perte de repères, la conséquence d'une fatigue mentale, d'une forme de surmenage. Notre président donne l'impression depuis quelques semaines de courir après son ombre. Courir, il ne court pas, il galope. Il est en sur-régime, comme atteint d'une fièvre endiablée d'ubiquité. En Nouvelle-Calédonie, ne restant sur le caillou en feu qu'une petite journée, balayant la notion du temps, si chère au chef coutumier, grand consommateur de palabre, il est passé en coup de vent dans le rôle du shérif de la métropole, remontant sur son destrier supersonique comme il était venu, les mains vides. Oh, c'est pas mal décrit. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant tout de même, c'est que les médias commencent à trouver que cet individu n'est pas normal. Et même si au début, ils l'ont soutenu, les gens tout de même à se dire, on est gouverné par qui? Ce type est pas normal, il est fou, il est quoi? Donc, c'est intéressant, c'est bon à prendre. Et
le point continué, omniprésent sur tous les terrains, le suractif président veut occuper tous les rôles. Mais plus il s'agite, moins il semble servir son camp. C'est même intéressant comme opinion, ça. Donc on verra. Et moi, je pense que de plus en plus de gens, et notamment dans la presse, les gens constatent que Macron, c'est un vide intellectuel abyssal, doué d'une perversité. Je ne sais pas comment le décrire. Honnêtement, psychiatriquement, je ne sais pas comment le décrire. Mais en tout cas, je constate simplement que cet homme est dangereux, c'est un destructeur. Alors justement, on change on change de magazine. Dans l'Express, le chef de l'État a pointé du doigt le rôle des collectivités locales dans la dérive des dépenses publiques. Le vice-président de l'Association des maires de France et maire de Sceaux, Philippe Laurent, réagit sèchement. Qu'en pensez-vous? C'est typique de Macron, d'ailleurs, il n'est pas le seul, les Sarkozy et tous les autres, quand ils font leurs mauvais coups et qu'on en voit les conséquences, ah, c'est pas moi, c'est. Alors là, franchement, il va fort parce que je regrette beaucoup, c'est lui qui est au gouvernement, non? Il a un ministre de l'Intérieur à la personne de Bruno Le Maire. Les déficits se creusent de façon vertigineuse. Sous prétexte de sa politique, quoi qu'il en coûte, on fait emprunt sur emprunt sur emprunt. Notre dette est absolument abyssale. Et ensuite, il vient me dire, c'est pas moi, c'est eux. Hein? Ah oui, ce sont les collectivités locales. Ah, les méchantes. Ah, mais c'était à hurler. C'était à hurler. Ben, je comprends pas qu'il n'y ait pas des Français. Et quand ils se déplacent, qu'ils ne la palguent pas, je casse la gueule. Au Alors, moins. vous avez parlé de Bruno Le Maire comme étant ministre de l'Intérieur. Non, c'est Gérald Darmanin. Bruno Le Maire, Non, il est à Bercy. des finances. Des finances. Oui, oui, bien sûr, mais vous avez parlé du ministère de Oui, des l'Intérieur, me finances. semble-t-il. Voilà, mais oui, des finances, pas du ministère de J'ai l'Intérieur, bon, mais moi. c'est Ma juste langue a poussé. voilà. Oui, non, Mais tout à fait. effectivement, la France est désormais, je vois un tweet, la France est désormais l'un des 5 pays les plus endettés au monde avec une dette dépassant les 3 000 milliards d'euros. Effectivement, c'est vraiment Macron le destructeur, enfin Macron Rothschild, la destruction de la France, hein, encore une fois, on en parle à chaque entretien, quel que soit le ministère que nous prenions en Tout considération. C'est une destruction, systématique et je dirais, c'est pas accidentel, quoi. et ça a commencé avec le trio infernal, Sarkozy, Hollande, Macron, de même origine. Pas besoin de faire un petit dessin quand même. Et qui nous écoutent pour la première fois, qu'ils sachent exactement par qui ils sont gouvernés. Ouais. De même origine et d'ailleurs soutenus tous les trois par le Oui, même Jacques Attali. Oui. même origine. Alors, à l'issue de la tentative d'incendie de la synagogue de Rouen, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a déclaré: s'attaquer à un juif, c'est s'attaquer à la République. Qu'en pensez-vous? Il a raison. Il a raison. Qui a fait la révolution dite française? Sinon, les juifs et les francs-maçons, l'un découlant de l'autre. Donc, il est évident que la révolution a né la République judéo-maçonnique que nous subissons. Et donc, il a tout à fait raison. Je me réjouis quand même qu'il n'a pas osé dire que s'attaquer à un juif, c'est s'attaquer à la France. Alors là, j'aurais hurlé carrément. Non, mais cet homme a tout à fait raison. Il a, je le remercie même, il a bien pointé du doigt le problème fondamental de la France aujourd'hui. Vous voulez dire Cette la nature profonde? appartenance. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire la nature profonde de son régime. La nature profonde, bien sûr.
la Oui, c'est nature profonde de la République dite française et judéo-maçonnique, voilà. du fait de ses origines dans la Révolution dite française. Encore une fois, on n'en sort pas. On peut rappeler, que c'est quelque chose de fondamental que vous rappelez, qui est rappelé dans votre ouvrage sur la maçonnerie que vous allez rééditer bientôt. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire publier avant la fin du mois de juin. Donc, il est complètement bâti, revu. Je pense pouvoir l'envoyer ces prochains jours pour la correction. Donc, tout va dépendre de la rapidité des correcteurs. Et puis après, bon, après vogue la galère, si j'ose dire. C'est un livre qui va faire tout de même dans les que je dise pas de bêtises, ça va pas être loin des 400 pages, hein. Donc très, très, très nettement augmenté par rapport aux 2 ou 3 premières éditions. Donc Bernard Pivot est décédé le 6 mai dernier et de nombreux hommages lui ont été rendus. Mais vous souvenez-vous de sa déclaration du 7 mai 2021? Je cite: «Il faut coupler le grand oral du bac avec la vaccination des candidats, avec un bonus de 20 points pour celles et ceux qui accepteront d'être piqués à l'AstraZeneca». J'avoue que c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est criminel. Alors, je sais bien que c'est un homme d'antenne et qu'il a eu certainement, comme d'autres, toute la pesanteur du pouvoir politique pour pousser à la vaccination à outrance. Donc, il a fait partie de ceux qui ont poussé à la vaccination. Mais quand même, un chantage pareil, et en plus de ça, avec un petit aspect tout de même économique, puisqu'il recommande, il fait la publicité pour AstraZeneca. Je pense que AstraZeneca, j'espère pour lui, aura été reconnaissant. Donc voilà, bah, j'avais une certaine estime pour lui parce qu'il était, bon, il était cultivé. Mais là, j'avoue que cette citation, là, je dirais, c'est un peu salopard. Je pense pas qu'il avait beaucoup de En pression vieux français. professionnelle. Je pense pas qu'il avait beaucoup de pression professionnelle à Ah, mais l'époque, puisqu'il certainement pas. était plus dans les médias, à cette époque-là. Donc ça pourrait être peut-être l'intérêt Raison de financier. plus. Alors, s'il était, oui, s'il était plus dans les médias à ce moment-là, raison de plus, il n'avait qu'à la boucler. Et moi, j'ai une vieille règle que je me suis imposée. On n'est pas obligé de dire tout ce que l'on pense, mais on ne doit jamais dire quelque chose de contraire à ce que l'on pense. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche, entre autres, au Rassemblement national, Front national, c'est que sur des sujets sensibles, notamment de société ou politique, sur De Gaulle et compagnie, qu'ils la bouclent, qu'ils n'en parlent pas, au lieu de faire du politiquement correct à plat ventre, léchant les pas de nos ennemis. On sautait sur des sujets brûlants. Ne jamais dire quelque chose de contraire à ce que l'on pense. Maintenant, vous me direz, ah oui, mais que pense Marine Le Pen, que pense Bardella? Oui, ça, alors là, je ne me risquerai pas à dire ce qu'ils pensent. Alors, à propos de sujets brûlants, justement, en plein débat parlementaire sur l'euthanasie, Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, SFAP, s'est élevée contre ce nouveau crime de mort. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette affaire? Et oui, c'est intéressant. C'est intéressant, vraiment, ça m'a fait plaisir. Alors, bon, première chose, cette volonté de Macron de faire passer l'euthanasie, bon, c'est le complément, disons, de l'inscription de l'avortement dans la Constitution,
rappelons-le, voté aussi avec les voix du Rassemblement national. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est toujours la politique de mort. Alors, ce qui est intéressant dans sa réaction, il a valu d'ailleurs les foudres, entre autres, de Libération, sur le thème que, oh, c'est pas étonnant, c'est une femme de droite, c'est une fille militaire, une catho, une réac, etc., enfin toute la gomme de tout ce que ces gens-là peuvent dire. Évidemment, on lui reprochait d'avoir tout de même signalé que 80% des soignants étaient contre l'euthanasie. Et surtout sa formule, que donner la mort n'est pas un soin. Ce qui sous-entendait, c'est un crime. Évidemment, ils n'ont pas apprécié les autres. Donc, chapeau à cette personne. Elle n'a évidemment pas été politiquement correcte, mais bravo à elle. Alors, on va changer de rubrique pour aborder celle de nos milieux. Donc, vous ne pouviez mieux choisir le titre de votre prochaine conférence à Paris, qui va s'appeler L'insupportable police juive de la pensée. Une toute dernière information vient de le confirmer. Ivan Benedetti est condamné pour avoir déposé des fleurs sur la tombe de Pierre Sidos. Jusqu'où ira-t-on? Alors, on peut dire aussi qu'à l'heure où on enregistre, là, ce jeudi 30 mai, vient de tomber l'information selon laquelle Alain Soral a été arrêté en Suisse par la police suisse, donc mis à disposition du procureur général du canton de Effectivement, Vaud. en début d'après-midi, j'ai vu un mail qu'on m'a envoyé à ce sujet-là. Et apparemment, ce serait pour des propos antisémites qu'il aurait tenus. Donc, c'est tout à fait possible. Je sais aussi qu'il avait été poursuivi, je ne sais pas s'il s'en était suivi parce qu'il avait fait un jeu de mots sur une corpulence d'une personne. Donc, je ne sais pas si tout ça est lié ou pas, parce que je ne sais pas qui était cette personne. Donc voilà, il n'y a plus de liberté de pensée, il n'y a plus de liberté de parole. Il faut obéir à la doxa républicaine, évidemment édictée par une certaine communauté, d'où ce mot remarquable de l'historienne juive, Annie Krigel, qui en plus de ça était communiste à l'époque. Elle en est partie d'ailleurs par la suite, qui avait, je crois que c'était dans le Figaro, je ne me rappelle plus de la date de mémoire, mais c'était dans le Figaro où elle disait, elle s'indignait de l'insupportable police juive de la pensée. Et justement, j'ai trouvé que c'était un bon titre pour ma prochaine conférence à Paris le 8 juin. Donc, je vais avoir le plaisir de rappeler quelques petites choses à ce sujet-là. C'est une déclaration qui avait dû être publiée en 91 ou en 90 dans le Figaro. Oui, C'est- suite, Ça Je faisait crois que suite, c'était 90. ça faisait suite à la loi Guesso, enfin tout à Fabius fait, Alors, Guesso. On devrait d'ailleurs dire la loi Fabius. Hein. oui, c'est-à-dire, tout à fait. oui. Tout à fait. Non, mais vous savez très bien que périodiquement, bon, je fais des analyses, je pense quelque peu tranchantes sur un certain nombre de personnalités juives du fait de leur politique nocive pour la France, mais je dois reconnaître aussi que dans cette communauté, il y a des gens honnêtes et courageux. Et je salue Annie Krigel. Elle a dit exactement ce qu'il fallait dire, c'est une évidence. Dans la France d'aujourd'hui, et pas simplement en France, c'est mondial, il y a une police juive de la pensée qui est insupportable. Et je compte bien déballer là-dessus le 8 juin. Et alors, le 8 juin, pour ceux qui seraient distraits, je rappelle lourdement
Ce n'est pas à 15 heures, mais à 17h30 à l'espace Hermès. Donc, même adresse. Mais 17h30, et non pas 15 heures. Oui, donc puisque nous parlions d'Ivan Benedetti et de Pierre Sidos, c'était ce Pierre Sidos, ce même Pierre Sidos qui avait soulevé cette interrogation. Puisque nous sommes dans un régime, donc dans des institutions qui prônent la séparation entre l'Église et l'État, qu'en est-il des relations entre la synagogue et l'État? Et c'est une question qui méritait d'être posée. Ah oui, non, mais bien entendu. Mais euh, ben, vous n'aurez qu'à me la poser le 8 juin lors de ma conférence, Voilà, si par hasard j'ai oublié d'en parler. voilà. Non, mais c'est quand même hallucinant de vivre dans un pays où le simple fait de s'interroger sur les relations entre la synagogue et l'État prête à, non seulement à polémique, mais aussi à des poursuites. Où va-t-on? Où va-t-on? Dans un pays, Écoutez, voilà, encore ce matin, je crois, sur Radio Classique, j'étais en train de me raser, oui, et j'entendais, je ne sais plus quelle était la personnalité qui s'alarmait des menaces qui planent sur les Juifs en France. Alors, évidemment, le fait des événements en Palestine, donc ils ne sont pas coupables de ce qui se passe en Palestine, non, non, ils ne sont pas coupables. Et qui réclamaient encore plus de renforcement pour protéger les sites juifs, etc., etc. Mais les églises en France peuvent brûler. Elles ne sont pas surveillées, elles ne sont pas gardées. Comme disait Drummond, c'est la France juive. C'est un livre fondamental pour tout nationaliste français. oui. Et je rappellerai une chose, tout de même ça vaut la peine de le rappeler, c'est que c'est ce livre qui a fait basculer mon père à 16 ans, ayant trouvé ce livre dans les étagères de la bibliothèque de mon grand-père paternel. À partir de là, il a tout compris et ça a guidé toute sa vie, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Et c'est ce qui a changé en partie, je dirais, l'histoire de notre tradition intellectuelle, puisque c'est à partir de cette conversion que tout ce qui s'en est suivi nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui et d'avoir cet entretien, finalement. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est que c'est une chose que je répète toujours. Les principes ont une logique. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on adhère à un principe, à une idée, tout va découler logiquement. Donc il est préférable tout de même d'adhérer au bon principe. Or, comment différencier un bon principe d'un mauvais principe? Par les conséquences qui s'en suivent. Quelles sont les conséquences qui ont découlé des sophismes de la Révolution dite française? La France d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes heureux, ben, tant mieux pour vous. Ah oui, tout à fait. Et donc, c'est pourquoi on peut dire aussi qu'en dépit de son ancienneté, l'ouvrage d'Édouard Drummond reste et restera d'une actualité remarquable. Ah, tout à fait. Il avait tout vu, il avait tout parfaitement décrit, ce qui avait valu déjà à l'époque de nombreux procès. C'était un honnête homme. C'était un honnête homme. Et comme quoi, déjà à l'époque, la police juive de la pensée était en action. Évidemment, ils n'aiment pas beaucoup qu'on lance le projecteur sur leurs agissements. Et puis, c'était en plein dans toutes les prévarications de la Troisième République, etc. On trouve toujours les mêmes derrière, hein, toujours les mêmes.
Ouais, non, j'allais juste rappeler que bon, il y a une troisième personne, on a évoqué Benedetti, Alain Soral, mais on a également Jérôme Bourbon qui a Et été Jérôme condamné Bourbon à aussi, oui. 43 000 €, dont 23 000 € de jours amende. Donc voilà, toujours dans cette démarche de museler ou de faire taire toute opposition, sérieuse, on va dire. Oui, oui, Jérôme Bourbon aussi, oui. Oui, bien sûr, oui. Oui, alors là, justement, j'avais un doute, j'en ai pas parlé parce que j'avais un doute. Il me semblait avoir vu passer que, Jérôme Bourbon aussi, avait été, pris pour cible. Pas la première fois d'ailleurs. Donc visiblement, il y a une contre-attaque, enfin il y a une un durcissement, en ce moment du régime. Ah oui, non, tout à fait, il y a un durcissement et je pense que ça a un lien avec les événements en Palestine. Je pense que sentant monter l'antisémitisme en France, comme d'ailleurs à travers le monde en ce moment, ils se durcissent parce qu'ils sentent le danger pour eux. Oui. Par rapport, effectivement, aux événements internationaux actuels et aussi dans la lignée, bien entendu, de la fameuse circulaire, Darmanin du 10 mai 2023, qui a fait tant de dégâts déjà. Ouais. Voilà. Alors, puisque nous parlions d'Édouard Drummond dans la tradition de nos ouvrages, je voudrais citer un auteur plus récent, moins connu, mais j'ai trouvé cette citation intéressante et à propos. Donc, c'est issu d'un ouvrage qui s'appelle Le Grand Festin des collabos de Christophe Rouet. Donc, j'avais préparé cette citation pour aujourd'hui. Donc il dit, comme nous venons de le voir, ce qu'il est convenu d'appeler le fascisme a de nombreuses racines venant d'horizons divers. C'est de cet espace multiforme que vient sans doute aujourd'hui exprimer la mauvaise habitude de traiter tout et n'importe quoi de fasciste. L'exemple le plus ridicule est sans doute le slogan potache de mai 1968, CRS, SS. Mais au-delà, et encore plus grave, l'interdiction du débat par ceux-là même qui écrivaient jadis, il est interdit d'interdire. Oui, c'était l'un des mots d'ordre de mai 68. Voilà, Il est interdit d'interdire. Et que font-ils maintenant? voilà, Ils interdisent. c'est ça. Bah, ils ont pris le pouvoir, donc effectivement, les Compris beaux le pouvoir. principes passent Mais à la poubelle. écoutez, la révolution de mai 68, c'était quoi? C'était une révolution juive. Hmm. Daniel Cohn-Bendit, Krivine, Glucksmann, le père, hmm, une révolution et, juive. et Alain Devant Finkielkraut, laquelle notre courageux de Gaulle, une fois de plus, s'est empressé de s'enfuir. Il est allé se mettre sous la protection du général Massu qui était en garnison en Allemagne. Et c'est Pompidou qui a finalement réussi à calmer les choses. Ah non, mais c'est invraisemblable qu'il y ait encore des gaullistes aujourd'hui. Vraiment, il faut une dose de oui, méconnaissance du personnage invraisemblable. Cet homme a passé son temps à fuir. Déserteur, fuyard, un lâche. Et on en a fait un héros de l'histoire de France. Je dirais que les Français ont les héros qu'ils méritent. donc avez-vous suivi le débat entre Bardella et Attal le 23 mai dernier et avez-vous vu leur poignée de main maçonnique? Ah, c'est absolument révélateur. La gratouille maçonnique. Non, mais quand j'ai vu je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est incroyable, c'est la signature. Et en plus de ça, regardez avec quelle affection ils se regardaient l'un l'autre. Hein, Bardella, oui, c'est ça. L'avenir de la France. Je serais curieux de savoir d'ailleurs quelles sont ses réelles origines.
Si des personnes qui vont entendre cet entretien ont quelques lueurs là-dessus et quelques renseignements, ça m'intéresserait considérablement. Bon, on sait qu'il est d'origine italienne. C'est pas rédhibitoire, loin de là, mais il y a peut-être autre chose derrière. Donc on va changer de rubrique en passant à l'étranger avec le Congrès américain qui a adopté une loi dite de sensibilisation à l'antisémitisme pour prévenir toute critique de l'État israélien et ou du sionisme, mais également pour alerter sur des passages de la Bible comme l'acte 4, 10 qui déclare que les Juifs ont crucifié Jésus. Avez-vous un commentaire? La police juive de la pensée. Ah non, non, mais c'est invraisemblable. Donc maintenant, ils vont censurer la Bible. Non, mais rappelez-vous le nombre de fois que je fais une plaisanterie sans doute un peu douteuse en disant que finalement, on va finir par nous expliquer que le Christ est mort d'un accident de bourricot, en tombant du bourricot. Il n'a pas été crucifié. Ah non, bien, surtout pas. Non, mais ça en devient invraisemblable. Et ça passe au Congrès américain? C'est quelque chose. Ça viendra de ces quatre. C'est absolument invraisemblable. Donc les atrocités d'Israël à Gaza sont telles que même l'Express s'en indigne et titre, je cite, Guerre entre Israël et le Hamas. Rafah, l'horreur de trop. Fin de citation. Une autre citation, les frappes sur un camp de réfugiés le 26 mai illustrent le cynisme et la cruauté du gouvernement de Netanyahou, bientôt poursuivi pour crime contre l'humanité. Un commentaire, docteur. Ben, j'avoue que ça fait tout de même plaisir de voir qu'un organe comme l'Express, qui n'était même pas particulièrement de notre famille, tout de même commence à avoir la nausée devant les crimes d'Israël en Palestine. Et quand je vois tous ces hommes politiques, qu'ils soient français, qu'ils le soient américains, etc., prenez par... Qui a réagi dans le camp du Rassemblement national contre les atrocités? Silence. Silence, ou pire encore, dire ah oui, mais Israël a le droit de se défendre. Mais il y a un petit problème là. Israël est venu s'installer sur les terres des Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Hein? Ils ont le droit de se défendre? Ou est-ce que ce sont les Palestiniens qui ont le devoir de se défendre et le droit de se défendre? C'est vraiment c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Toujours la même chose. Et, on a des images. On voit des colonnes de flammes, des enfants en train de brûler. Ça rappelle les bombardements britanniques et canadiens sur la ville de Dresde, rappelez-vous, pendant la dernière guerre. Hein, ces grands humanitaires anglo-saxons qui bombardaient les populations civiles dans une ville qui n'était même pas descendue, puisque, il faut le rappeler, c'était une ville refuge qui n'était pas défendue par la DCA allemande, qui avait accueilli des réfugiés de l'Allemagne de l'Est devant l'avancée des troupes soviétiques. Eh bien, ils ont été brûlés aux bombes, au phosphore, brûlés vivants. Pour ceux que cela intéresserait, je signale que sur notre site nationalisme-français.com, dans Documents pour l'histoire, je fais un rappel historique de ce meurtre de masse, ce crime de guerre anglo-canadien.
Ensuite, il vient nous donner des leçons de morale, conscience internationale, etc. Non, vraiment. Ce monde est est vomitif. Alors ensuite, oui, on a des images, donc, des colonnes de flammes, des enfants brûlés vifs, des femmes agonisant sur le sol. Et Benjamin Netanyahu se contente de qualifier ce crime contre l'humanité d'accident tragique. L'ennui, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents tragiques. Ça ressemble plutôt à une politique de terreur et d'extermination. Ça passera comme une lettre à la poste. Oh, il a dit que c'était un accident. Bah, on va pas le contredire, ce brave homme. Il y a vraiment des balles dans le corps qui se perdent. Alors justement, sans revenir forcément là, en arrière sur nos milieux, une question qu'on n'a pas posée, mais que pensez-vous des déclarations de Gilbert Collard et de Marion Maréchal Hauck à ce sujet? C'est pas dans la liste, hein, Philippe, mais parce que la, Oui, la CPI a quand même émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crime de oui, guerre. voilà. On n'a pas encore évoqué ce sujet, hein. Ça date du 20 mai. Et là, j'ai deux citations de nos milieux, justement. Donc, Gilbert Collard, je cite, la CPI joue à LFI, donc elle joue à la France insoumise, et par ce mandat de la honte, crache sur les atrocités du 7 octobre. Donc, ça, c'est Gilbert Collard. Et Marion Maréchal Hawk, comme on l'appelle, je cite, il n'y a pas de génocide à Gaza, sinon il n'y aurait pas des évacuations de population ou la livraison de matériel humanitaire. Merci de rappeler ça, Pierre. Bon, alors, Collard, je sais, je le connais depuis longtemps, pas personnellement, mais par ses écrits. Il a toujours été un petit chien d'Israël. En ce moment, on assiste à une chose dans les médias, et parmi nos milieux, si on peut parler encore de nos milieux. Je crois qu'il va falloir supprimer cette expression. Ils partent du 7 octobre pour dire encore le crime du 7 octobre, etc. Bon, d'accord, mais le 7 octobre, ce que le Hamas a fait, et d'ailleurs de façon remarquable, stratégiquement, ça a été remarquable. C'était quoi? C'était la réponse à tous les crimes d'Israël, perpétrés depuis la naissance d'Israël. Je peux même rappeler les massacres dans les camps palestiniens, Chabraj et Shatila, euh, comment ça s'appelait, Tantura. Non, ça n'a pas existé ça. Donc c'était une réponse des Palestiniens mûrement préparée pour se venger, il faut dire le mot, pour se venger des crimes atroces des Israéliens, toujours dans la stratégie de terroriser et de pousser les Palestiniens dehors pour prendre leur terre. Et eux n'ont pas le droit de se défendre. Ah non, ailleurs que les Juifs. Ah bon, d'accord. Et donc voilà. Donc, quand j'en vois les Collards, les Marion Maréchal, Houck, dont le père, je le rappelle, a été un des membres du Mossad, et en se vantant d'être d'ailleurs très largement rétribué. Ça fait plaisir, tant mieux pour lui. Et qui était membre du Grand Orient, je vais me rappeler ça, ce sont des petits détails qui comptent tout ça. Faut pas s'étonner. D'ailleurs, tout naturellement, elle est avec Zemmour. Tiens, tiens, comme c'est curieux. Hmm. Oui. Faut pas s'étonner après
les Français dits nationaux et compagnie soient aussi abétis, aussi peu ou mal formés politiquement. Il faut dénoncer ces gens qui sont politiquement sont des criminels, parce qu'ils s'associent à des criminels, en fait, les Israéliens. Oui, et on peut rappeler aussi, pour compléter ce que vous dites, docteur, et pour compléter ce que dit Pierre également, que Gilbert Collard est un franc-maçon notoire. Tout à fait. Gilbert En Collard, un franc-maçon l'occurrence, notoire, qui a contribué à son niveau à édulcorer le Front national, Rassemblement national, qui était déjà mal en point, en tout l'infiltrant. à fait. Et en poussant à faire le ménage de tous les éléments qui avaient tout de même une formation quelque peu nationaliste au sein du Front National. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Oui, J'ai vécu de l'intérieur. J'ai vu d'où, rappelez-vous, le titre de mon livre, Histoire d'une trahison, celle de Le Pen. oui. Quant à Marion Maréchal Hauck, elle est en train de revenir, d'ailleurs de son expérience avec Zemmour, semble-t-il. Ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu apparemment, entre eux, hein, Oui, d'où tout à fait d'accord avec vous, Eric. Et petite nuance, oui, c'est pas pour une raison idéologique. non, C'est une querelle de personnes, c'est pas c'est la une même querelle de chose. personnes. Une querelle de personnes, puisque c'est une alignée, elle aussi. C'est une alignée, elle aussi, sur, on va dire, la bien-pensance judéophile et pro-sioniste et pro-israélienne. Tout à fait, tout à fait. Mais là, il semblerait qu'il y ait quand même un revirement pour des raisons personnelles. Et on pourrait s'attendre à ce qu'elle se rapproche de nouveau de sa famille, donc à suivre. Mais de toute façon, avec quelles conséquences, puisque d'un côté comme de l'autre, côté Rassemblement national comme côté Reconquête, ce sont tous des inféodés. Inféodés à Israël, inféodés à l'Union européenne. Donc d'un bord ou de l'autre, comme vous dites, docteur. Après tout, ce n'est qu'une question de Rien à voir personne. avec l'autre. Non, c'est pour ça que depuis longtemps, depuis 2001, quand j'ai décidé de reprendre le flambeau de mon père, comme je dis, ayant fait le tour de ce qu'on appelait déjà nos milieux à l'époque, je m'étais dit que le seul travail qui pouvait porter dans l'avenir, c'était la formation de cadres. C'est ce qui nous manque. Nous n'avons rien comme parti politique à opposer à nos ennemis, disons, institutionnels. Donc, il faut créer ces cadres. Et pourquoi est-ce qu'on manque de ces cadres? Ça, je le répète encore une fois. C'est parce que à la libération-épuration, les libérateurs ont fait le ménage. Il y a donc toute une génération de Français nationalistes qui ont été liquidés, qui n'ont pas pu transmettre. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Donc, patiemment, on est obligé de reconstituer cette élite nationaliste. C'est ça. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une anecdote, puisque bon, le journaliste Cyril Hanouna avait posé la question récemment à Marion Maréchal. Voilà, donc Éric Zemmour et Marine Le Pen sont sur un bateau. Le bateau coule. Qui sauvez-vous? Et Marion Maréchal s'est empressée de répondre, la famille d'abord. On pourrait ajouter, dommage que cette famille ne soit pas le nationalisme. J'avoue qu'elle n'était pas mauvaise. Elle s'est vite repris en disant qu'elle replongerait une deuxième Oui, fois pour sauver le petit Moïse. oui, Elle n'a exact. pas dit Moïse, hein. Rassurez-vous, elle n'a pas dit Moïse. Non, 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 bien sûr que non. Voilà, très bien. Alors, toujours à l'étranger, docteur, vous n'avez jamais aimé Trump et les événements vous donnent constamment raison. Avez-vous vu sa dernière déclaration selon laquelle
s'il était réélu, il ferait enfermer tous les manifestants pro-palestiniens. Que voulez-vous que je vous dise? Non, des, tout son parcours d'homme politique que l'on connaît, quand il a été président des États-Unis, il a toujours été à plat ventre devant Israël. Son beau-fils, Jared Kushner, était son grand conseiller en politique internationale, donc évidemment à plat ventre devant Israël. Il n'y a rien à attendre de cet individu. Et je suis toujours sidéré de voir comment parmi même certains de nos amis, certains disent ah, mais Trump, quand même, il est bien. À la limite, je vous dirais froidement, je préfère Biden. Vous vous rendez compte? Trump est un. Alors, Trump aussi, petit rappel quand même, a des origines juives allemandes. Ceci expliquant cela. Comme on dit, quand on gratte, on trouve toujours. Il faut toujours creuser, creuser, creuser. Alors, ne croyez-vous pas que la politique de terreur aveugle va se retourner contre Israël et provoquer bien pire que le 7 octobre, qui n'était déjà qu'une réponse au crime d'Israël? Je crois que ça va être le cas. D'ailleurs, il y a parmi les Israéliens des gens qui ne sont pas complètement stupides ou complètement bornés ou fanatiques. J'ai vu dernièrement, d'abord, un fait. On en est à plus de 7 mois de guerre contre le Hamas, après le 7 octobre. Hein. Ah, le Hamas est loin d'être démoli, que je sache. Encore dernièrement, ça date de quelques jours, Tel Aviv, a été bombardée par des roquettes lancées par le Hamas. Donc, plus de 7 mois, hein, avec tous les moyens militaires qu'Israël a, il n'y arrive pas. Et à mon avis, la prochaine fois, le 7 octobre, ce sera la puissance V'. Donc, alors, ceci dit, pour en revenir à ce que je voulais dire, il y a tout de même des Israéliens qui ne sont pas complètement idiots. Et notamment un qui a déclaré dernièrement, je cite, avec ce que nous faisons à Gaza, sans projet réaliste, ni discussion pour l'après, nous sommes en train de créer 100 fois pire que le Hamas. Et il a compris. Le problème, c'est qu'il y a un Netanyahou qui est à la tête, avec sa clique de criminels. C'est pour ça que je vous dis qu'une balle pourrait peut-être pacifier les choses. Et si je dis ça, je m'appuie sur une déclaration que je répète encore parce que je la trouve remarquable et tellement juste. Cette déclaration du cardinal de Richelieu à propos de Luther. Vous savez que les guerres de religion entre catholiques et protestants, ça fait des centaines de milliers de morts. Et Richelieu, réfléchissant sur cette période triste de l'histoire de France, disait, si on avait empoisonné Luther, que de sang n'aurait-on pas épargné à l'Europe? Tout est là. Devant un individu dangereux qui met en danger des centaines de milliers de vies par son comportement, par sa politique, ne serait-il pas préférable justement de supprimer un individu plutôt que de faire périr des centaines de milliers de personnes à cause de sa politique? Je pose la question. Alors justement, c'est au-delà de la personne de Netanyahou, même de son parti,
du Likoud, si on pose froidement le problème, notamment celui de la profondeur stratégique de ce pays et du projet sioniste, c'est une étape pour eux dans leur esprit, c'est-à-dire faire main basse sur cette zone déjà, Gaza, puisqu'on a découvert qu'il y avait des ressources gazières, voire pétrolières également au large des côtes de cette zone de Gaza. Donc il y a une espèce de jusqu'au boutisme. Il n'y a pas de fin en fait. Attendez, attendez. Le 7 octobre, opération remarquable militairement parlant, bien planifiée, etc. Mais il y a une chose qui a tout de même étonné. Vous savez très bien, je l'ai écrit dans la politique, je l'ai dit lors d'entretiens, je l'ai mis dans certaines conférences parmi les dernières sur le sujet. Je suis persuadé qu'Israël était au courant, donc a laissé tuer volontairement même pas mal d'Israéliens qui en ont été victimes, pour vraiment la justification à rayer la Palestine de la carte, ce qui est en train de se faire. Netanyahou n'a pas voulu réagir, n'a pas voulu prévenir l'attaque de façon à avoir cet argument pour le massacre qu'il prévoyait déjà. Ils veulent supprimer toute notion même d'existence de Palestiniens. Tout doit devenir Israël. Et ils en sont même déjà à prévoir l'invasion du Liban. C'est une étape qui s'inscrit dans un projet plus vaste, celui du Eretz Israël, du Grand Israël. En tout cas, c'est leur dessein, c'est leur intention. Après, est-ce qu'ils vont y arriver? C'est une autre question. Alors oui, vont-ils y arriver? Ça, c'est une autre histoire, parce que tout de même, et le Hamas, déjà, ils n'y arrivent pas. Pas oublier qu'il y a tout de même le Hezbollah, et qu'ils sont en guerre avec le Hezbollah. Tous les jours, il y a des bombardements, des affrontements, et ça ne se passe pas nécessairement très bien pour Israël. Et puis, il ne faut pas oublier tout de même ce que l'Iran a fait dernièrement. Alors ça, j'ai trouvé absolument admirable. L'Iran a donc voulu, vous le savez, petit rappel tout de même, pour ceux qui ne le savent pas, l'Iran a réagi au bombardement de son consulat à Damas, c'est-à-dire en Syrie, par l'aviation israélienne. Ils ont pris leur temps, ils ont tout préparé. Et alors, c'est curieux. Bon, vous, moi, enfin n'importe qui, se serait dit, bon, on va prendre Israël par surprise. Ben non. Les Iraniens ont prévenu Israël et les alliés d'Israël, donc la Jordanie et compagnie, du jour et de l'heure de l'attaque. Et le plus beau, d'après ce que l'on sait, d'après ce que j'ai pu voir dans les différents documents qui m'ont été envoyés, c'est qu'en dépit de cet avertissement, de cette mise en garde, les missiles iraniens ont percé le fameux dôme de fer des Israéliens et il y a eu de la casse. Alors, imaginons le jour où l'Iran, poussé dans ses retranchements, disant bon, maintenant ça suffit, Israël ne veut pas comprendre et continue, eh bien, on va lui faire payer un peu plus cher. Et rappelez-vous ce que je disais dernièrement d'ailleurs, je pense que si l'Iran a osé faire ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont déjà, ou ils sont très près de l'avoir, ou ils ont déjà la bombe atomique. Donc on va arriver à un équilibre de terreur nucléaire au Moyen-Orient, ce qui aura une énorme importance parce que c'est à l'abri de cette terreur nucléaire qu'Israël jusqu'à présent dicte sa politique au Moyen-Orient. On verra la suite. Donc c'est dans ce contexte que l'Arabie saoudite a décidé de supprimer de ses livres de classe tout matériel anti-israélien. Donc comment ose-t-il
devant les massacres de civils palestiniens par Israël. C'est hallucinant. Alors, bon, cela ne peut surprendre que ceux qui ne savent pas tout de même quelles sont les ascendances de l'Arabie saoudite. Tout de même, il faudrait que je revienne d'ailleurs là-dessus, un de ces quatre. J'ai quelques documents là-dessus assez probants, comme quoi la monarchie saoudienne a quelques origines, vous voyez ce que je veux dire. Ils ont d'ailleurs joué toujours un jeu, on ne sait pas très bien où ils sont à un moment donné ou à un autre. Donc, c'est surprenant, mais sans l'être tellement quand on sait ce qu'il y a derrière. Mais c'est scandaleux, c'est absolument scandaleux. Et puis, il ne faut pas oublier non plus aussi une chose, c'est que économiquement, du fait du pétrole, l'Arabie saoudite est très inféodée aux États-Unis. Business. Alors, preuve qu'Israël s'enferme dans sa politique de terreur, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont décidé, à la grande fureur de l'État d'Israël, donc de reconnaître l'État palestinien. Est-ce un début de réaction devant les crimes incessants de l'État sioniste? Bon, eh bien, non seulement c'est plus qu'un début, c'est une suite, parce qu'il y a déjà 146 pays dans le monde qui ont reconnu l'État d'Israël. Donc, c'est la poursuite. Bah, il est évident, bon, les dirigeants de ces pays ne sont peut-être pas tellement hostiles à Israël, mais ils ont tout de même une opinion publique qui devient de plus en plus anti-israélienne du fait des crimes d'Israël. Donc, ceci explique cela. Et même Macron qui dit qu'il serait prêt à reconnaître l'État d'Israël, oui, mais selon certaines conditions. Bon, il tourne autour du pot. Il voudrait, mais il voudrait pas parce que bon, il a peur des deux côtés. Il faut tout de même pas oublier qu'on a une masse musulmane en France, grâce à lui entre autres, depuis notamment Sarkozy, qui peut être dangereuse tout de même. Donc, il faut faire des petits signes d'apaisement. Donc, selon le site Veterans Today, la Russie a déplacé 11 sous-marins nucléaires dans l'océan Atlantique, chacun transportant de 6 à 16, voire 32 missiles, pouvant contenir de 6 à 10 têtes nucléaires chacun. Est-ce que la Russie s'attendrait à une attaque nucléaire de la part des États-Unis et de l'OTAN? On vous pose la question, cher docteur. Oui, ça me semble évident. Ça me semble évident. Alors, disons que ce déplacement de sous-marins nucléaires dans l'Atlantique avec tout ce qu'il faut pour détruire les États-Unis, tout ce qu'il faut pour détruire les États-Unis, c'est l'air de dire ne jouez pas avec nous, parce que si vous pensez nous détruire, vous risqueriez d'être détruits avant. D'ailleurs, parmi les nombres de dignités russes, il y en a qui sont partisans de l'attaque des États-Unis dès maintenant. Il est évident, et on retombe toujours dans le schéma de la dernière guerre mondiale. Pourquoi la dernière guerre mondiale a-t-elle été voulue par le lobby belliciste, juif bien entendu, euh, qui qui tenait déjà les grandes démocraties? Parce qu'il voulait faire obstacle à la montée en puissance du Troisième Reich, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique, de même que le Japon impérial. Et donc, ils ont pensé que le seul moyen d'enrayer cette montée en puissance et économique et militaire, qui affaiblissait leur mainmise sur le monde, il fallait faire la guerre. Et ils ont parfaitement réussi.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'équilibre de force est totalement différent. On ne peut pas comparer la puissance de la Russie de Poutine avec la puissance que pouvait avoir le Troisième Reich d'Hitler. Et puis, les alliances de la Russie d'aujourd'hui, notamment avec la Chine, qui a aussi... En fait, on peut faire le parallèle, voyons, c'est absolument élémentaire. La Russie veut récupérer l'Ukraine. Il faut tout de même rappeler que ça a été le berceau de la Russie. Kiev a été la capitale de la Russie. Donc, il veut récupérer ce territoire qui a été curieusement détaché du temps du communisme par Lénine, curieusement. Et on retrouve ce volet quasiment à l'identique du côté des Chinois avec Formose. Donc, ils sont faits pour s'entendre tous les deux. Ils se comprennent. Et finalement, l'ennemi est le même, derrière les façades. Donc, quoi qu'on nous en dise, et la Russie et la Chine sont faits pour s'entendre. Et c'est ça qui embarrasse les autres. Alors, il est évident qu'il y a toujours un lobby belliciste, ce qu'on appelle, en tout cas actuellement, ce qu'on appelle aujourd'hui aux États-Unis le deep state, c'est-à-dire l'État profond, tenu par qui vous savez, et qui voudrait bien justement répéter le schéma de la Troisième Guerre mondiale. Oui, mais ils se demandent ce qui pourrait leur arriver. D'où la réponse de la Russie en envoyant ces petits sous-marins avec les petites têtes nucléaires. Alors de dire, écoutez, calmez-vous, sinon ça va être l'extermination. L'Holocauste. Alors, un autre sujet, on apprend qu'à la Journée mondiale de l'enfance au Vatican le week-end dernier était programmé le spectacle d'un travesti devant des enfants à l'initiative du Vatican. Donc, jusqu'où n'ira pas ce dit pape François? Bonne question. Et il ira jusqu'où on le laissera aller, autant qu'il aura la santé pour le faire. Et tout cela montre justement la logique de l'enchaînement des principes. C'est un libéral. Donc, en fait, tout ce qu'il fait, toutes les décisions qu'il prend, au détriment de l'Église catholique, et au détriment même de la société, découle de ça. Il adhère à de faux principes, et donc, ces faux principes déroulent logiquement leurs conséquences, et expliquent son comportement. On n'en sort pas. D'ailleurs, rappelez-vous ce que j'ai dit à l'époque quand Benoît XVI a donné sa démission, ils l'ont eu. Parce que Benoît XVI, à l'époque, bien que tout de même imprégné de modernisme, se rendant compte des conséquences sur l'Église, essayait de remettre de l'ordre. Et je me rappelle des textes à l'époque que je lisais dans la presse contre lui, haineux contre lui, etc. Ils s'en sont débarrassés en faisant pression économiquement sur le Vatican et en interdisant les échanges économiques entre la Banque Vaticane et la Banque d'Italie. Et je rappelais d'ailleurs, je suis d'ailleurs sourd, mais à l'époque, je le rappelais dans un numéro de la politique, curieusement, dès que Benoît XVI a donné sa démission, la Banque d'Italie reprenait ses accords avec la Banque Vaticane. C'était la preuve. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Et en échange de Benoît XVI, on a eu François, le pape qu'il voulait. Alors, à propos de Benoît XVI, d'ailleurs, vous aviez rappelé dans un de vos ouvrages que ses ennemis avaient même fait circuler des rumeurs à son sujet, comme quoi il était soi-disant homosexuel. Il n'avait reculé devant aucun moyen pour le faire tomber. Tout à fait, tout à fait. Et je rappelais aussi qu'il était celui qui avait donné la directive de bien
analyser le comportement des séminaristes avant de les amener à la prêtrise, justement pour éviter l'introduction d'éléments homosexuels dans le clergé. Tout à fait. Non, il n'était pas mal, il était pas si mal que ça, Benoît XVI. Et il commençait à comprendre. Et je pense, il faut aussi rappeler, c'est même lui qui a rappelé que l'Église n'avait jamais interdit la messe tridentine, contrairement à ce que les modernistes essayaient de faire croire. Et le motu proprio, justement, a rétabli, bon, on appelle ça aujourd'hui la messe extraordinaire, je n'aime pas tellement le terme, enfin, la messe est célébrée. Moi, je sais que tous les dimanches, je vais à une messe ici à Toulon, qui est célébrée par le clergé ordinaire, justement du fait de cette, je dirais pas autorisation, mais de ce rappel de Benoît XVI, donc à l'abri du, du motu proprio. Non, c'est pas mal. Mais c'est ce qu'il y a qu'il faut observer. Il y a un livre de David Yallop, je crois, le site de mémoire, qui donne document en main la preuve que Jean-Paul Ier, auquel on prêtait l'attention de remettre justement de l'ordre dans l'Église, a été liquidé. Alors évidemment, liquider Benoît XVI, ça aurait fait beaucoup de papes mourants les uns après les autres. Ça aurait paru d'ailleurs, donc ils l'ont poussé dehors autrement. Oui, il y a une chose très juste que vous rappelez régulièrement, à savoir que la vérité, c'est comme l'eau, elle s'infiltre toujours, mais malheureusement, le problème, c'est que les rumeurs infondées, elles aussi, s'infiltrent toujours. Donc, encore faut-il faire la part du vrai, du faux, faire la part, si j'ose dire, entre l'eau pure et l'eau polluée par les rumeurs qui ont eu raison, en l'occurrence de Benoît XVI. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, dans la tactique habituelle de nos ennemis, c'est salir l'adversaire. D'où ce que vous rappeliez, justement, sur les imputations d'homosexualité à Benoît XVI. Alors, juste une question complémentaire, si vous souhaitez répondre, hein, bien sûr, docteur. Est-ce que vous-même, en tant que catholique, vous vous considérez plutôt comme un lefévriste ou comme un conciliaire traditionnaliste? Si tant est qu'il y a une différence entre les deux notions. Je ne suis pas conciliaire, ça, de toute façon. Si on parle de D'accord, Vatican II, je ne suis absolument pas conciliaire. Je suis, d'accord. je suis traditionnaliste. Traditionnaliste, ouais. J'écoute dans la tradition de l'Église, quoi, c'est tout. Et je n'appartiens à aucune des fraternités, parce que j'aime pas être enfermé dans une chapelle, d'autant que tout de même, rappelez-vous, j'avais mis tout de même en garde, et j'ai toute une correspondance d'ailleurs avec les évêques de la fraternité Saint-Pédiste, d'ailleurs, servi de base à mon livre qui s'appelle Tradition Révolution. Et la fraternité Saint-Pédis, à un moment donné, a été tout de même l'objet de déviations gnostiques avec les Oui, abbés de Tannawar et Cellier. Et alors, le plus beau, c'est que dans l'affaire, par rapport au responsable de la fraternité Saint-Pédis, c'était moi le méchant. Le sonneur de tocsin qui alerte, ah oui, ben c'était moi le méchant. Qu'allez-vous faire? Je vais faire mon devoir, point à la ligne. d'accord. Et concernant le lefévrisme, donc, quelle est votre position à ce sujet actuellement? Le lefévrisme. Bon, alors, premièrement, en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma famille, en ce qui concerne notamment mon père, mes parents, la question s'est posée au moment des sacres. Je dois rappeler que mes parents et moi, par la même occasion,
avons été parmi les premiers soutiens de Monseigneur Lefebvre, avant même que la fraternité s'installe à École. Ils étaient encore à Fribourg en Suisse. Et que mon père était régulièrement invité par Monseigneur Lefebvre pour donner des notions sur la maçonnerie à ses séminaristes. À l'époque, ça se faisait. Aujourd'hui, bon. Donc, dès le départ, on a été des soutiens de Monseigneur Lefebvre. Le problème, c'est que quand il y a eu cette scission, que certains prêtres de la fraternité Saint-Pédis ont voulu faire sécession en se proclamant évêque, dans la famille, on a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'à ce moment-là, on abandonne l'Église, qui est notre mère, entre les mains de l'ennemi, entre les mains des modernistes. Donc, pour nous, le combat, c'était le combat dans l'Église. Et c'est pour ça que je reviens sur le parcours, malheureusement trop court, de Benoît XVI, et il y avait moyen, avec un pape comme lui, de remettre progressivement de l'ordre dans l'Église. Qu'ont fait les modernistes quand ils se sont fait condamner et recondamner par Pie X? Ils ont fait comme si de rien n'était. Ils sont restés bien sagement à l'intérieur. Ils ont continué à travailler de l'intérieur. Ils n'ont pas pris l'Église le front, ils l'ont noyauté, ils l'ont perverti. Ce que les traditionnalistes d'aujourd'hui sont incapables de faire. Ah, ils ne sont pas d'accord, il y a une virgule qui n'est pas bien placée, ils s'en vont et ils laissent la place à l'ennemi. Ben non, ma tactique est totalement le contraire. Rester dans l'Église, travailler de l'intérieur. Sinon, on abandonne l'Église à ses ennemis. Et ça, les vacantistes ne comprennent pas. Comprennent pas. Alors, c'est une position classique, on se retire chez soi, bien au chaud, les petits pieds dans les pantoufles. Est-ce que c'est ça un combat? Ceci dit, leur critique de Rome est juste, mais la stratégie est fausse. Avant de passer à la question suivante, j'ai retrouvé le livre de David Dialop, on en avait déjà parlé, et il s'appelle Au nom de Dieu. In God's Name, au nom de Dieu. Effectivement, bon, sacré doute sur les circonstances de la disparition de Jean-Paul Ier, hein, ça c'est sûr. J'en parle d'ailleurs dans la maçonnerie. Donc vous l'aurez prochainement, j'espère. Alors, fidèles aux valeurs qui ont permis la construction européenne, nous désirons une Europe forte et unie dans la diversité. C'est la déclaration faite par la Fédération française du droit humain au nom des valeurs d'humanisme et de fraternité et qui appelle au vote des jeunes lors des élections européennes du dimanche 9 juin 2024. C'est assez révélateur, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Alors bon, tout de même, petite chose à souligner, le droit humain, c'est une des obédiences maçonniques. Donc c'est intéressant, justement, comme vous dites, c'est un peu plus révélateur. Et il est évident que la construction européenne est une construction maçonnique mondialiste. Donc on n'en sort pas, c'est toujours la même chose, on retrouve toujours les mêmes. Donc c'est révélateur, comme vous l'avez dit. Oui, le droit humain ayant été instauré en France pour ne plus avoir à parler du droit des Français, hein, c'était bien commode
d'étendre le droit à la prétendue universalité humaine pour du coup reléguer la France au second plan et même à l'arrière-plan. Voilà. Et D'ailleurs, à c'est ce toujours le même propos, logomèche. ouais, Quelles que soient les facettes que se donne ou les facettes plutôt, que se donne la maçonnerie, c'est toujours le même discours, humanisme, etc. Le bonheur des peuples, etc., oui, etc. oui, Non, oui, vous verrez ça dans mon encore plus documenté que dans les premières éditions, dans la prochaine édition. Euh, Beaucoup d'éléments nouveaux que j'ai trouvés, des choses intéressantes vraiment. C'est c'est un combat. c'est ça. C'est un combat pour la survie de la société. Sinon, on va au chaos. Et d'ailleurs, rappelez-vous le titre de mon dernier ouvrage, De l'ordre of chaos au nouvel ordre mondial. Pour eux, il faut détruire le monde tel qu'il était, c'est-à-dire le monde bâti par l'expérience des siècles et surtout le, le- le christianisme. Ils veulent détruire ça pour créer le nouvel ordre mondial, donc selon leurs principes. Tout s'enchaîne, il y a une logique, mais c'est ça qui est absolument remarquable quand on étudie l'histoire. Euh, il faut beaucoup lire pour comprendre, parce qu'évidemment, selon tel ou tel auteur, il y a tel et tel éclairage. Donc il faut arriver à voir, voyons, qui a raison, est-ce que les événements se sont produits comme un tel l'annonçait, etc., etc., etc. C'est passionnant, je vous dirais que le travail d'historien, c'est quelque chose de passionnant, que j'assimilerais d'ailleurs à un travail d'inspecteur de police, Oui, une enquête. oui, d'ailleurs, à propos de la bien-pensance humaniste habituelle, quand on décrit, par exemple, le Rotary Club et le Lions comme des cours extérieurs de la franc-maçonnerie, je pense que vous êtes d'accord. Oh, tout à fait. Tous les clubs services, Voilà, tout ce qu'on appelle les clubs services, et les key web, je ne sais pas quoi encore, tous. voilà, Et ce sont d'abord, ce sont des structures qui ont été créées par la maçonnerie. Ce sont des réunions, disons, sociales. oui, Et dans tout ce milieu de gens tout de même de bonne société, la maçonnerie repère les éléments qui pourraient être amenés un petit peu plus loin, etc. c'est J'en ça, parle, là aussi, j'en parle dans mon livre La maçonnerie. d'accord. Pour ceux qui nous entendraient, si vous êtes dans un club service, observez bien, vous verrez la manœuvre. Hmm. Et ne soyez pas du pire des clubs service, c'est le Rotary. C'est le Rotary, oui, oui. C'est le Rotary. Le pire des clubs service, c'est le Rotary. Ça sert à identifier les gens qui peuvent être utiles aussi, hein, un peu comme vous avez les Non, non, Saya- mais c'est ce vous avez les que je pense. Sayanim, vous avez le réseau des Sayanim pour le monde juif. Donc c'est bien sûr il faut être juif, mais il faut Tout aussi à être fait. utile. Il faut être utile. Ils vont pas prendre n'importe qui, ça sert à rien. Donc des gens qui sont dans le médical ou garagistes ou qui sont je sais pas moi, qui travaillent à Air France, ce genre de choses. Et sur Non, le plan c'est donc synthétique, la grande astuce. et je dirais, bah, ces clubs-là La grande paramaçonniques, c'est que surtout ces structures paramaçonniques ont la même fonction, mais pour le côté synthétique de la juiverie, c'est-à-dire, la maçonnerie. Ah, mais de toute façon, et ça je le démontre par leur propre texte dans mon livre sur la maçonnerie est une créature juive. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec les textes que je cite, leurs propres textes, c'est-à-dire des textes juifs, des textes maçonniques, ce sont eux-mêmes qui le disent, qui s'en revendiquent.
Donc, c'est pas d'affreux anti-maçons ou anti-juifs qui le disent, ce sont eux-mêmes qui le disent et qui le proclament. Et quand vous regardez toute l'iconographie maçonnique, ce ne sont que des symboles juifs. Donc, mais ça, bon, je laisse à la publication de ma prochaine édition, très très largement augmentée de la maçonnerie, Oui, le plaisir de mes nouveaux lecteurs de découvrir tout ça. très Ils bien. sont quelque peu effarés, quelque peu effarés. C'est remarquablement ourdi. Ça, c'est une, alors, je n'hésite pas à le dire, c'est une intelligence surhumaine, c'est-à-dire diabolique qui est derrière. Très bien. Et un ordre comme les chevaliers de Malte, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette problématique? Alors, oui, bonne question. Bonne question, c'est difficile d'y répondre. Bon, apparemment, sur le plan humanitaire, ils font des choses pas mal, bien que je n'ai jamais entendu parler dernièrement de collecte pour les Palestiniens. Euh, c'est c'est une structure en principe religieuse, euh, mais on sent tout de même des influences qui ne sont pas tout à fait catholiques. C'est difficile à, à cerner, mais n'encouragerai personne à rentrer à l'ordre de Malte ou dans l'autre ordre, c'est quoi l'ordre du Saint-Sépulcre, l'ordre du D'accord, Saint-Sépulcre. Il y a plein de braves gens dedans, incontestablement. Mais les influences qui jouent dessus sont pas toujours très nettes. d'accord, d'accord. Très bien. Et je dirais que l'un des sports les plus favoris de ces structures-là, c'est de demander de l'argent. Évidemment, évidemment. Oui, C'est très pompeux, tel cap, etc., etc. Mais enfin, bon. Alors évidemment, dans la société, ça pose d'être ceci ou d'être cela, mais enfin, bon, c'est de la vanité. bien sûr, bien sûr. Bon, très bien. Donc, on passe à la question suivante. Les médias se sont bien gardés d'en parler. Le brouillage russe rend inefficaces de nombreuses armes fournies par les États-Unis. Aussi, Kiev a dû cesser d'utiliser certaines armes américaines en raison des capacités de guerre électronique de Moscou, ont déclaré des responsables ukrainiens. Cela ne rejoint-il pas vos analyses? Alors, bon, ça rejoint en tout cas des analyses de spécialistes que je cite. Je viens pas de moi. Je cite des gens qui sont au courant de ces choses-là et que je répercute, et notamment, il y a un certain nombre de spécialistes américains qui disent des choses tout à fait sensées, très honnêtement. Donc je les répercute, donc ce n'est pas moi, j'en suis pas l'auteur, je ne fais que les retranscrire, de les faire connaître. Alors, incontestablement, bon, ça c'est une chose que je sais déjà depuis longtemps, que j'ai déjà signalé depuis longtemps, c'est que d'ailleurs j'ai fait remarquer qu'en fait, la prochaine guerre serait une guerre électronique. Alors, ça pourrait éviter éventuellement des massacres de masse si la guerre se cantonne à une paralysie de l'adversaire. Ce serait intéressant ça.
Et apparemment, c'est ce qui est en train de se passer, justement. Bah, le brouillage russe, je répète en partie la question que vous donnez, le brouillage russe rend inefficace beaucoup d'armes que les États-Unis ont envoyées à l'Ukraine. Et ça, c'est évidemment la mauvaise surprise pour les Ukrainiens et pour les États-Unis, parce que, bon, pour les Ukrainiens, parce que ça leur sert à rien, et pour les États-Unis qui se disent, mais face à la Russie, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes paralysés. Alors que les armes russes, pour l'instant de ce que l'on en sait, ne sont pas interceptables. Donc voilà, et c'est pour ça, on est on en a parlé tout à l'heure à un moment donné dans l'entretien. Il y a évidemment une partie ce monde occidental enjuivé, maçonnisé, etc., qui ne voit qu'une possibilité de survie pour continuer à garder la main sur le monde, c'est une troisième guerre mondiale. Oui, mais il se demande aussi que va-t-il nous arriver? Donc c'est bien gentil de. On sait comment commence une guerre, on ne sait jamais comment elle se termine. Donc voilà. Et c'est pour ça que cette technique russe de paralysie de l'adversaire me semble très, très, très intéressante et salvatrice. On verra la suite. C'est-à-dire que le progrès scientifique, les progrès technologiques, c'est-à-dire l'arme nucléaire, remettrait ainsi un peu en cause le principe d'ordo ab chaos, c'est-à-dire que le chaos, ok, s'il est contrôlable, mais là, évidemment, c'est difficile de pouvoir l'affirmer. C'est bien ça? Non, mais imaginez que des systèmes de brouillage russes permettent d'inverser la trajectoire d'un missile nucléaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Non, non, mais ça, je dis, je dirais que c'est une guerre pleine d'espoir, pour une fois. Paralyser l'adversaire, donc il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Alors la guerre, c'est bien sûr, c'est sur les champs de bataille, mais c'est également dans les médias ou sur le plan sociologique avec la pénétration des sociétés. Donc cette dernière question, le Parlement géorgien a contourné hier le veto et a adopté définitivement la loi controversée sur l'influence étrangère. N'est-ce pas un point de plus pour Vladimir Poutine? Ça, incontestablement, je ne sais pas comment il y arrive, mais il y arrive. C'est étonnant. Alors, il faut savoir que le président géorgien, lui, était pro-occidental. Et donc, il y a eu des émeutes. En fait, c'est la réponse du berger à la bergère, ou vice-versa. C'est-à-dire ce que les Américains essayent de faire avec leur révolution orange, ben, les Russes leur ont rendu la monnaie de la pièce. Et donc, le président en titre géorgien, pro-occidental, n'a pas voulu imposer sa politique comme il voulait. Et c'est la loi pro-russe qui a été admise finalement, et qui est une copie d'une décision qui existe en Russie sur le contrôle de toutes les structures occidentales pour voir si elles ne travaillent pas contre l'intérêt de la nation. Donc voilà, c'est un très bon verrouillage et c'est incontestablement une victoire stratégique de plus pour Vladimir Poutine, qui, au passage, je vous signale, a fait une déclaration tout récemment que j'ai vue, qu'on m'a envoyée, dans lequel il met les pieds dans le plat pour redire encore une fois le rôle des Juifs dans la révolution communiste. Avis à Hélard et compagnie.
Donc ça permet effectivement cette loi de contrer les agissements des open societies et tous ces organismes paragouvernementaux mondialistes de Georges Soros ou d'autres d'ailleurs. Évidemment, Qui... évidemment. Mettre chez soi. dont on a vu les effets d'ailleurs en Arménie, pays voisin, puisque ça a permis de porter au pouvoir un Pachinian Alors, par contre, Nicolas en Arménie, Pachinian, qui a c'est pas été... gagné. En Arménie, c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné, parce qu'effectivement, Pachinian, c'est un Soros boy, on va dire, et effectivement, il a été réélu en plus. Il y a un parallèle à faire avec Macron. Très bien, docteur Eric. C'était la dernière question. Il y a beaucoup de sujets. Forcément, on ne peut pas tout traiter, hein, mais on parlait d'une accélération tout à Non, l'heure mais un je petit crois peu. tout de même qu'on a passé au crible les choses les plus importantes. Voilà, on n'a pas parlé de l'assassinat, enfin, la Alors, tentative d'assassinat du président slovaque, enfin du premier ministre slovaque Fico. oui, exactement. Qui, Oui, tout à fait. Tout à donc voilà, malheureusement, tout à fait, oui. on n'a pas Bon, parlé de apparemment, ils l'Eurovision. n'ont pas réussi à la voir, mais... Ah, ah, ah. Alors, le plus beau, je ne sais pas si vous avez vu ça, en fait, c'est un transgenre, donc homme, qui a reçu le prix d'interprétation féminine. À Cannes. Ah oui, 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 vous avez oui. compris? Oui, oui, alors, oui, bien sûr, oui. Alors, là, j'étais sur l'Eurovision, mais c'est même, oui, c'est dans la même mouvance, Attends, où? C'est dans la l'Eurovision. même. C'est l'Eurovision. Oui, Je mais crois que vous c'est avez raison, l'Eurovision. on C'est peut faire l'Eurovision. le parallèle, hein, de toute façon, hein. C'est les mêmes qui sont plébiscités, qui sont poussés au devant de la scène et qui sont érigés en modèle pour les générations à venir Non, ou pour mais nos super. générations Un présentes. transgenre, donc, de sexe apparemment masculin, a reçu le prix d'interprétation féminin. Ouais. Voilà qui Amen. va réjouir la gente féminine, c'est sûr. Non, mais la société mondiale est sous différentes dictatures. La dictature juive, judéo-maçonnique, bon, et la dictature LGBT, Oui, qui elle-même est une émanation de la première dictature, puisqu'elle sert à détruire la société chrétienne. Donc tout s'enchaîne, tout est cohérent. ouais, malheureusement, ouais. Bon, eh bien, écoutez, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas d'autres questions. C'est très agréable de discuter et d'échanger, parce que c'est pas simplement la question et ma réponse, c'est le fait que vous puissiez, à votre tour, réagir sur ma réponse, et ainsi de suite. C'est ça qui donne, je le dis quasiment à tous les entretiens que nous faisons, c'est ça qui rend ce genre d'émission vivante. Vous souhaitez faire des Ah, recommandations, docteur, habituelles par rapport aux lecteurs de la politique et à votre public en général alors, quand on recommande des recommandations, ouvrages? Oui. toujours les mêmes, toujours les mêmes. Quand vous demandez, quand vous commandez des ouvrages ou un abonnement, de grâce, envoyez-nous un mail ou une lettre pour nous dire, voilà, à telle date, je vous ai envoyé un virement. Parce que le virement, c'est très simple. Vous avez la somme qui est indiquée et ça s'arrête là. Alors, comment savoir ce qui est commandé et à quelle adresse l'envoyer si on n'est pas prévenu? De grâce, ne croyez pas que vous êtes seul dans le monde, hein. Donc, il faut nous prévenir. Et donc, ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Sinon, on est obligé d'attendre que la personne qui n'a rien reçu proteste. J'ai encore reçu, je crois que c'était ce matin, quelqu'un me disait: Ah, mais je vous ai commandé ça, j'ai rien reçu. Je lui dis tout simplement: bah, il n'y avait pas votre adresse. Ils sont très conscients, je sais pas. Donc, alors aussi, une chose que je répète
répète, ne nous envoyez rien sur les SMS, envoyez-moi ça sur le mail, sinon je ne peux pas les utiliser, je ne peux pas faire de copier-coller. Et là aussi, les gens ne comprennent pas. Bon, ils font le plus facile pour eux. Le problème, c'est que ça ne sert à rien. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Je tiens à remercier ceux qui nous font des abonnements, enfin, même qui, indépendamment de l'abonnement, nous envoient des soutiens financiers de même assez conséquents. Alors, c'est pas l'argent qui est intéressant dans l'histoire, c'est que s'ils le font, c'est qu'ils trouvent dans ce que nous faisons ce qu'ils cherchent. Et c'est ça le principal. Donc, merci de toute façon à eux. Et recommandation de toute façon à ceux qui sont contents de ce que nous faisons, faites-nous connaître, bon gré, mal gré, autour de vous. Parce qu'on me dit, ah oui, mais on ne veut pas m'entendre, on dit tu es un complotiste, etc. Ne vous laissez pas fermer la bouche. Apportez des documents, montrez-leur que ce n'est pas du complotisme, ou plutôt que c'est la dénonciation du complot des véritables complotistes. Il ne faut jamais se laisser fermer la bouche. Voilà, chers amis, bonne soirée. Bonne soirée. Et Bonne soirée, docteur. Bonne soirée, Pierre. Bonne on soirée. maintient le contact, bien entendu. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.